bonjour et bienvenue dans Mise Scénette, l'émission qui analyse et la mise en scène des vidéos sur internet. Et tout de suite, un rond-point. Alors on a un rond-point paumé à Rabienne, en plein centre de la Pologne. Une voiture part, on attend, puis débarque à toute vitesse une autre voiture qui s'envole, disparaît, et des morceaux de voiture reviennent dans notre champ de vision. Alors je fais un aparté tout de suite, le conducteur a survécu à l'accident, donc il est vivant, ce qui est déjà un putain d'exploit. Mais revenons à l'histoire maintenant, et on va décrire le récit par les termes plus techniques mais que vous connaissez déjà. Alors d'abord nos trois actes. Premier acte, il se passe rien. Puis il y a les scènes déclencheurs, qui est évidemment très subtil et qui marquent le passage au deuxième acte, aussi court soit-il. Et puis au troisième acte où il se passe à nouveau rien, enfin quasiment rien avec les morceaux de voiture qu'on voit. Donc on a une construction en A, B, A', ces constructions qui marquent d'emblée le contraste entre le premier et dernier acte, donc A et A', avec le deuxième acte, donc B. Et ce contraste est donc plus fort par l'instant déclencheur qui nous dit quel est l'objectif de notre protagoniste, il veut aller vite. Donc en résumé, A et A' c'est le calme absolu, et B ça va très vite. Il y a donc aussi un contraste qui se fait avec la durée des actes, évidemment avec le deuxième qui est beaucoup plus court, mais aussi avec le nombre d'actions qu'il y a dans ces actes. Dans le premier et dernier acte, on est à peine au-dessus du niveau 0 en termes d'action, alors que le deuxième contient en si peu de temps 4 actions. La voiture apparaît, elle arrive rapidement, elle s'envole et elle disparaît. Et dit comme ça, déjà on comprend mieux le choc que l'on vit au visionnage, mais maintenant on va approfondir avec la mise en scène. Avant de commencer, je préviens qu'on va aborder des termes et des notions et autres que je vais définir pour ceux qui n'ont aucune connaissance en images. Donc on voit quoi? Eh bien on voit un rond-point avec 4 directions, 2 visibles, donc dans le champ, et 2 non visibles, donc hors champ. Celles hors champ ne sont pas importantes, par contre les 2 dans le champ, oui. Au début, comme je l'ai dit avant, on voit une autre voiture prendre une direction et quitter le champ, à une vitesse tout à fait normale. Et puis on attend. Et par cette attente, on fait d'un coup beaucoup plus attention à tout ce qu'on peut voir, notamment de ce qui peut venir des 2 directions visibles. Et cet effet est produit en particulier à 2 choses. D'abord, le point de vue. On est bien plus que le point de vue humain, car on a un point de vue d'une caméra de surveillance. Donc déjà, on se place dans un point de vue plus grand que nous, parce qu'une caméra de surveillance, c'est fait avant tout pour tout voir. Donc par ce point de vue, on est capable de voir ce qui peut arriver même au loin. Et autre chose qu'on vient au but de cette caméra de surveillance, sa focale. Alors la focale ou distance focale, c'est ce qui définit un objectif, et c'est la distance qui sépare un objectif du capteur d'une caméra. Et selon la focale de l'objectif, donc un 1,35, un 50, un 85 et autres, eh bien les propriétés visibles seront donc différentes. Et ici, on va s'attarder sur la courte focale, donc les objectifs qui ont une courte distance entre lui et le capteur. Et en particulier le grand angle. Et quelles sont les propriétés d'un grand angle? Il y a 3 grandes propriétés. Un très grand champ de vision, une très grande zone de netteté, c'est-à-dire une capacité à pouvoir montrer son quai de flou, et des perspectives très accentuées. Et ce plan est bel et bien un grand angle avec son grand champ de vision, sa grande zone de netteté et ses perspectives très allongées qu'on peut constater avec les routes qui apparaissent extrêmement longues. Donc par le point de vue et la focale, le but de ces caméras installées ici et à cette hauteur est surtout de surveiller. Et de bien tout voir et d'être sûr de rien louper. Ça a l'air bête dit comme ça, mais ça a son importance. Maintenant qu'on a bien défini les caractéristiques techniques du plan, on se refait la vidéo. Donc la voiture s'en va, on attend encore et là on peut voir la voiture venir de loin, mais elle paraît lente. Et puis d'un coup ça accélère, et la voiture décolle, et elle disparaît derrière nous. Alors comment expliquer cet effet qui fait le sel de ces vidéos? Eh bien cet effet a un terme précis, un effet propre à la courte focale, et donc au grand angle, l'effet coup de poing. Comme je vous l'expliquais, le grand angle permet de voir nettement les choses et accentue grandement les perspectives, et ces 2 faits permettent l'effet coup de poing. Vous allez comprendre tout de suite, on va prendre un plan d'une scène de combat du film Fist of Legend, et attention, ça va aller très vite. Encore une fois. Ok, on va faire une petite analyse de ce plan. Alors, première image, on est juste derrière notre protagoniste. Son adversaire est devant lui, et par les qualités de ce grand angle, à savoir la qualité des perspectives, l'adversaire semble à une certaine distance de nous. Et juste après, le point nous apparaît au visage en 1 seconde, un point énorme plus gros que la tête du protagoniste au premier plan. Donc d'une seconde à une autre, on est passé d'une personne qui paraissait un peu loin de nous à un point énorme à un pas de nous.
Et ça parce que le grand angle accentue les perspectives et donc rend petit ce qui est un petit peu loin de nous et rend énorme ce qui est proche de nous. Donc fait grossir les choses s'ils avancent dans un axe plus ou moins proche de la caméra, ou carrément ici comme dans ce plan, directement dans l'axe de la caméra, mais surtout dans un axe premier plan, arrière-plan. Et on retrouve cet effet dans la vidéo. Au départ, la voiture paraît loin de nous. Ça dure un petit peu, puis d'un coup ça grossit, ça décolle jusqu'à notre hauteur. Donc le rire, le choc, la peur vient précisément de cet effet coup de poing par l'apparition extrêmement soudaine de la voiture jusqu'à nous, mais surtout jusqu'à la hauteur de la caméra. L'effet coup de poing fait vraiment effet à partir d'une certaine distance de la caméra, où les échelles de ce qu'on voit peuvent radicalement changer selon la proximité des choses par rapport à la caméra. Et ici, avec la voiture, à partir d'un certain point, elle double de taille à chaque fois qu'elle s'approche de nous. Tout comme le point dans le film. Et puis, à la fin, des morceaux très fins de la voiture entrent dans le champ et plus rien. Et ces simples morceaux font évidemment figure de métaphore de 3 petits points. Et il faut encore plus peser le choc, laissant clairement penser qu'il est mort. Il y a aussi un aspect très important, c'est l'absence totale de son, ce qui fait que par exemple, on ne peut pas entendre la voiture s'approcher. Chose qui souligne encore plus l'effet de coup de poing si on ne voit pas la voiture au départ. Si on reprend le plan du film avec le son, alors on entend le cri qui nous alerte. Et donc on fait tout de suite attention à ce qui va arriver dans la prochaine seconde. Alors que sans son, on est quand même beaucoup plus surpris de voir ce pont si proche d'un coup, même si maintenant l'effet coup de poing n'a plus le même impact vu qu'on connaît la suite. On revient à la vidéo, et autre chose par rapport au son, c'est qu'on n'entend pas non plus ce qui passe en hors-champ après l'accident. Et ça contribue à faire peser encore plus le choc, surtout que la seule information qu'on a, c'est les morceaux de la voiture qui ne font que renforcer notre appréhension, comme je l'ai dit avant. Donc il y a un décalage entre la fonction du caméra de surveillance, qui en général nous permet de bien discerner ce qu'on ne peut pas voir, et finalement ce qu'on voit durant un très court laps de temps, et dont on ne peut même pas savoir l'issue. Bien, et après? Eh bien après vient l'interprétation. On a un rond-point paumé d'un village perdu, on voit qu'il n'y a personne, donc aucune présence concrètement, des routes à perte de vue, accentuées avec les perspectives, et que du coup même en pouvant voir ce qu'il y a au loin, il n'y a absolument rien. On a une distance avec tout ce qu'on voit, donc on n'a aucun sentiment pour ce qu'on voit, et ça contribue à nous donner un sentiment d'ennui bien réel. Pas de son, même pas un peu d'ambiance, vraiment rien. Et la seule chose qui s'y passe, c'est un accident spectaculaire et absurde qui laisse penser à une mort certaine. Ensuite, j'aimerais qu'on prenne en compte le temps qu'apparaît à l'image cette voiture. Sur les 20 secondes, elle apparaît véritablement pendant 4 secondes, ce qui est extrêmement peu. Et du reste, on a donc 16 secondes où rien n'est vraiment notable, et ce surtout par la distance qu'on a avec l'ensemble du décor, qui nous paraît absolument anodin et indifférent, jusqu'à bien sûr l'envoler. On a donc 4 secondes de vie, si je peux dire comme ça, donc un temps de vie plus qu'éphémère, parce que du reste c'est mort comme on dit. Donc cette vidéo, ce plan, présente le choc de passer d'un monde des plus ennuyeux du monde à une cascade sortie d'un film d'action. Et c'est bien l'accident qui contraste énormément et qui fait encore plus prendre conscience de l'absence totale d'événements. J'ajoute du coup que tous ces procédés, c'est-à-dire le point de vue, le grand angle, les perspectives, le lieu, l'absence de son et autres, mettent une distance entre nous et ce qu'on voit, pour 2 raisons. Déjà le décor, je pense qu'on s'en fout tous de ce rond-point, surtout qu'il est absolument comme les autres. Et puis aussi ce type d'image, donc semblable à une caméra de surveillance, auquel on est tous accoutumés, fait qu'on sait comment aborder une image type caméra de surveillance. Et que par conséquent, rien nous donne une bonne raison de participer comme spectateur. On reste à notre place très froidement. C'est cette distance qui représente un défaut, et j'ai même cette certitude que rien de particulier va se passer, mais c'est sans compter sur la vitesse à laquelle nous apparaît la voiture. Mais c'est surtout le fait qu'elle atteigne la hauteur de notre point de vue, parce que si l'accident était resté au sol, on n'aurait pas été aussi choqué. Et c'est bien le fait qu'elle arrive à notre niveau qui fait qu'on est vraiment choqué. Surtout qu'après on ne sait rien. On voit 2-3 bouts de la voiture, on peut juste penser qu'il est mort, mais on peut juste penser, spéculer, imaginer. Et ça reste encore plus choquant parce qu'on imagine forcément le pire. Et quand la vidéo est finie, on reste sur ce qu'on a imaginé, donc le pire. Et qu'est-ce qui fait fondamentalement qu'on est choqué? Le hors-champ. Et pourquoi exactement? Eh bien, par le point de vue auquel on connaît tous, on associe le champ avec le hors-champ, ce qui est logique, surtout avec un décor comme celui-ci. On se dit juste que ce qu'on ne voit pas, c'est la même chose que ce qu'on voit. Donc on est certain du hors-champ comme du champ. Et puis il y a l'accident qui finit en hors-champ. Et d'un coup, on ne sait plus. Et avec en même temps ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, on interprète, on imagine. Parce qu'on veut savoir, on ne saura jamais. On reste sous le choc. Donc dans la construction qu'on a dit au début, à savoir A, B, A', la principale différence entre A et A' est comment la vidéo fait d'un coup vivre le hors-champ.
et qu'en comparaison de A, on est forcément sous le choc vu qu'on a assisté à un accident spectaculaire sans qu'on en sache l'issue. Donc, morale. Faire vivre le hors-champ, c'est faire naître l'imaginaire du spectateur. Eh bien, c'est fini. En attendant la prochaine fois, faites attention à la mise en scène, surtout quand on pense qu'il n'y en a pas. Ciao. C'était M, c'était N, c'était Missénette.